Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, séjournent depuis lundi en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont été reçus par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette visite intervient dans un contexte de crise à la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Par ailleurs, ils ont annoncé le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain. 3 réceptifs hôteliers d'un investissement global d'environ 138 milliards de francs CFA pour 1200 emplois directs ont été visités par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana s'est aussi félicité du regain d'activité au niveau du tourisme domestique malgré la Covid-19. Et pour tenter d'en finir avec les violences qui ravagent l'est de la RDC, un état de siège a été proclamé dans la région du Nord Kivu et de l'Uturi. D'après les ordonnances présidentielles signées lundi dernier par le chef de l'État, ces deux provinces passeront à compter le jeudi 6 mai sous administration militaire pour une durée de 30 jours prolongeable par le Congrès. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Agenda chargé pour le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé mardi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe. Les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des activités liées au football dans notre pays et d'évoquer le lancement à Abidjan d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont aussi lancé un message de soutien, d'espoir et d'unité à l'endroit des acteurs de football ivoirien. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire du premier responsable de la FIFA, la plus haute instance du football mondial, Gianni Infantino, accompagné par le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, peut être considérée comme une marque de considération pour la Côte d'Ivoire et le football ivoirien. Reçus ce mardi 4 mai, au lendemain de leur arrivée à Abidjan, par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour un entretien, le président de la FIFA et son délégué, le président de la CAF, ont tous deux souligné la place ascendante du football ivoirien sur l'échiquier du football africain et ont prôné l'union de tous les acteurs dirigeants du football en Côte d'Ivoire, condition indispensable pour l'organisation de la CAN 2023 dans ce pays, et ont approuvé la gestion du comité de normalisation mis en place depuis le 14 janvier 2021. La Côte d'Ivoire, président, c'est la capitale du monde du football, parce qu'il y a la FIFA et la CAF qui sont à Abidjan. Mais puisque le football, c'est la chose la plus importante du monde, on peut dire que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du monde. Les yeux du monde nous regardent. Et c'est normal parce que la Côte d'Ivoire a un talent et une passion pour le football qui est hors norme. C'est un pays qui est béni des dieux pour ce talent. Et tous ensemble, et on est venu rassurer le président, le ministre, tous ensemble, on fait partie de la même équipe, l'équipe du football. On est là pour soutenir la Côte d'Ivoire. On est tous supporters de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le football aiment la Côte d'Ivoire, aiment les légendes, les talents, les joueurs ivoiriens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, je vous assure. Donc on est là pour signifier au président, pour signifier au peuple ivoirien qu'on va construire ensemble, en unité. C'est un message d'unité qu'on vient porter, un message d'espoir, parce que le football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le football donne de l'espoir, donne de la dignité, donne du futur à beaucoup de garçons et de filles. Et on est là pour construire tous ensemble. On ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre ou pour le troisième, on prend parti pour le football. Et je suis ravi que tous ensemble, on voit le football ivoirien de la même façon. On travaillera ensemble avec le comité de normalisation, avec la présidente du comité de normalisation qui fait un travail exceptionnel, avec Jacques Anouma, avec le président, avec son ministre, avec Patrice Motsepe, tous ensemble dans la même équipe, parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire puisse briller, pas en Afrique, dans le monde.
il y aura une Coupe d'Afrique au Cameroun, il y a la prochaine qui va être ici, et dans cette Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire va briller en tant que pays, pas seulement sur le terrain de football, mais en tant que pays hôte, et on va s'assurer que ça soit propulsé dans le monde entier. Et c'est pour ça que je suis fier et heureux d'avoir pu passer ces moments ici en votre compagnie. But the three things I want to add Une chose que j'aimerais ajouter the discussions we had this morning de la discussion que nous avons eue aujourd'hui, is to overemphasize c'est de mettre l'accent the importance of sur football in l'importance this du country football dans ce pays for all of us on the African continent. et son importance pour tout le continent africain. La Côte d'Ivoire est Can un de win ces the pays World qui Cup peut gagner la Coupe And du monde make the people of Côte d'Ivoire et, proud. et also make faire Africa des Ivoiriens des hommes fiers, And that is why mais rendre aussi l'Afrique fière. we need the groups in Côte d'Ivoire Mais pour cela, nous avons in besoin football que to tous les come groupes together, to unite. s'unissent pour No construire le foot single ivoirien. group, no Aucun single group aucun groupe can make ne peut football in this country reach faire du the football de ce potential that we pays know it has. avec le potentiel qu'il And a. also there were some perceptions in the media Il y avait des that perceptions dans there les may médias be one group or another qu'il group y a peut-être un groupe that ou un autre groupe enjoys the support of football outside this country. Now, that is incorrect. We have the stake for us is too high. We need this country Nous avons to besoin give que us ce the pays pride and nous the donne dignity la that we fierté know et it la has in the dignité past and it will qu'elle in avait future. dans le passé, mais qu'elle a encore And dans we le need this futur. unity, and that's why when the Nous avons president was besoin de saying cette that unité. all of us, our Tous. president, President Ouattara, all of Avec le us président Ouattara, want the groups to work together nous voulons for que the tous les benefit of groupes football. travaillent There's the ensemble AFCON Cup pour le meilleur du next football. year in Au cours de son séjour, la délégation du football mondial procédera au lancement ici à Abidjan du tournoi scolaire panafricain. Le président de la République Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée du président de la commission dans les 8 pays de l'UEMOA avant le passage de témoin à son successeur le 10 mai prochain. Le président Abdallah Boureima a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État le bilan de la commission sur la période 2017-2021 ainsi que la situation de l'Union traversée par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le point de la rencontre avec Viviane Haïma. Comme il l'a expliqué à la presse, cette visite à Abidjan du président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'au revoir qu'il effectue dans les 8 pays de l'Union avant la fin de son mandat. Reçu ce mardi 4 mai au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien, Abdallah Boureima a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la riche expérience acquise à ses côtés durant ses 2 mandats consécutifs de président en exercice de l'UEMOA. J'ai évoqué avec le président de la République les sujets qui touchent à la situation de notre Union qui, comme vous le savez, est traversée aujourd'hui par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le président Ouattara, au cours de son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a centré, il a vraiment centré toutes les préoccupations de notre Union autour des questions et thèmes qui peuvent générer des réponses communautaires solides aux défis que je viens de noter. Les résultats du comité de haut niveau sur le financement des économies, l'agenda de la réforme du franc CFA qu'il a piloté avec succès, du franc CFA pour permettre à nos États de rentrer dans la monnaie unique en très bonnes conditions. Le financement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du G5 Sahel ou bien au niveau du plan
de financement contre le terrorisme qui a été décidé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Bref, sur toutes ces questions qui touchent à l'intégration et aux défis majeurs, les mesures qui ont été prises pour lutter contre la pandémie et les mesures de sortie de crise économique. Sur toutes ces questions, le président Ouattara a marqué son passage à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Et enfin, vous me permettrez de dire à titre personnel, j'ai appris à travailler auprès de lui avec un esprit de pouvoir tenir compte de beaucoup de contraintes multiples, travailler dans un environnement de contraintes multiples en visant toujours des résultats importants à atteindre. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017 qu'Abdallah Bourema a été nommé par les chefs d'État de l'Union à la tête de la commission de l'UEMOA. On s'intéresse maintenant aux affaires militaires. 728 élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan viennent de parachever leur formation commune de base, une durée de 3 mois, une période au cours de laquelle les notions fondamentales de métier des armes leur sont inculquées. Ces nouveaux gendarmes ont été présentés au drapeau hier mardi. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara. Le reportage d'Abou Sanogo. Ils ont librement choisi d'intégrer la gendarmerie nationale. Depuis leur admission à l'école de gendarmerie d'Abidjan, temple de la discipline, sanctuaire du métier des armes, ils n'étaient jusqu'alors pas encore jugés dignes de participer aux cérémonies officielles, le temps d'être suffisamment imprégnés des fondements du drapeau national. 728 sous-officiers de première année, dont 34 jeunes filles, viennent d'achever une impérieuse et capitale étape de la carrière de tout militaire. La FCB, la formation commune de base, période de 3 mois, au cours de laquelle ils apprennent le maniement des armes et reçoivent les connaissances techniques et tactiques de base. Ainsi, après 3 mois de formation, ils viennent d'acquérir les notions fondamentales du métier des armes. Ces 728 sous-officiers de première année ont, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahim Ouattara, été présentés officiellement au drapeau. Une présentation à la nation qui marque leur intégration dans la grande famille des militaires. Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Il a exprimé par la même occasion sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de la gendarmerie nationale. Ces jeunes recrues de la promotion 2020-2022 de l'école de gendarmerie d'Abidjan ont exécuté à l'issue leur premier défilé. Coupure d'électricité à répétition et si la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays en était la principale cause. Nos reporters se sont rendus au barrage d'Ayamé 1 dans le sud de Komoé. Il s'agissait pour eux de mesurer la véracité et de toucher du doigt cette réalité. Le constat de Jean-Luc Bangbo. Barrage d'Ayamé 1, premier barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, mis en service depuis 1959. Capacité de production, 22 MW. Mais depuis plusieurs mois, la baisse du niveau d'eau a considérablement réduit cette capacité de production. Lorsque l'eau monte jusqu'au niveau, ce qu'on appelle le niveau 90,5, c'est le niveau, on va dire, d'utilisation, on a 1088 millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, avec le niveau qu'on a, on n'est qu'à 342 millions de mètres cubes. C'est-à-dire 3 fois moins, sinon moins de 3 fois moins. Tout ce que vous voyez devant là, en temps normal, est immergé. On ne voit pas. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous. Et ça fait que les machines ne tournent pratiquement que le soir. Une réalité qui ne se limite pas qu'au barrage d'Ayamé 1. Par exemple, Kossou, le lac de Kossou, qui est un grand lac qui fait quand même, lorsqu'il est plein, 1800 km². En situation normale, à cette période de l'année, on devrait être autour de 187, le niveau 187. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on est à 181, quelque chose. Il y a 6 mètres en dessous aujourd'hui. C'est la même chose pour le barrage de Bio. Donc, c'est généralisé. Il y a une sécheresse quand même qui court et qui est très forte aussi. Le manque d'eau
principale matière première de l'énergie hydroélectrique, entraîne ici un fonctionnement à temps partiel de l'usine de production. Dans notre activité, pour produire de l'électricité, on a besoin d'eau. Et ces machines sont à l'arrêt disponibles. C'est parce que nous avons un problème d'eau qu'aujourd'hui, la gestion est faite depuis Abidjan. Quand le dispatching a besoin des machines, ils appellent dans la salle de commande. Le collaborateur fait ses manœuvres, il démarre et puis il coupe à la demande du dispatching. Et il le met à la puissance demandée. Ayamé 1 ne produit plus que 12 MW, limitant ainsi sa contribution au mix énergétique national. L'énergie ne se stocke pas. Tout ce qui est produit est consommé. Nous, on produit. Quand on nous demande de produire, on met sur le réseau. Maintenant, par derrière, ce que le dispatching en fait, bon, ça c'est un autre processus. Tout ce qu'on me demande, c'est d'avoir des machines disponibles et avoir de l'eau, parce que c'est limité par l'eau. La longue saison sèche qu'a connue la Côte d'Ivoire est la principale cause de la baisse drastique du débit des barrages du pays. À Ayamé 1, cette situation n'a plus été vécue depuis 1984. Retour à Abidjan avec le ministre du Tourisme et des Loisirs qui effectue en ce moment des visites de terrain. Siandou Fofana a procédé à une triple inspection technique d'avancement des travaux de 2 réceptifs hôteliers et un déjà fonctionnel à Abidjan. Plus de 1200 emplois directs seront générés par ces établissements. Des réceptifs hôteliers qui cumulent plus de 138 milliards de francs CFA d'investissement. Le compte rendu de Patricia Omouetia. Le premier réceptif hôtelier visité ici dans la commune du Plateau comprend 57 chambres. L'hôtel ouvrira au mois de juin. Le second établissement visité est le groupe Novotel et Adagio avec plus de 311 chambres. Il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le 3e. Au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres parce que la section devient plus étroite. Maintenant, pour Adagio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à une autre. Et bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a bouclé sa visite par cet hôtel situé à Makori, un réceptif actuellement opérationnel. Ici, Siandou Fofana a félicité les dirigeants de cet établissement pour avoir investi dans ce contexte marqué par la Covid-19. En 2019, nous étions la 2e destination d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Pour le ministre du Tourisme, la construction de ces hôtels démontre que le tourisme d'affaires a encore de beaux jours. Toujours selon Siandou Fofana, l'État est en train de réfléchir à une véritable politique de relance économique visant à aider le secteur pour booster les investissements avec la prise en main des secteurs qui ont subi les méfaits de cette crise de Covid-19. En emploi direct pour tous les 3 hôtels que nous venons de visiter, il faut compter aux alentours de 1200 emplois avec en emploi indirect un peu plus de 6000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, pour les hôtels que nous venons de visiter, nous sommes aux alentours de 138 milliards d'investissements. Le ministre du Tourisme envisage de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 du tourisme sur le continent d'ici 2025 grâce à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire dont la finalité s'érige comme un pilier du programme de société du président de la République, Alassane Ouattara. Et sur un tout autre plan, la Commission nationale de la francophonie recevait mardi la visite de son ministre de tutelle. Il s'agissait pour Amadou Koulibaly de prendre contact avec les institutions de la francophonie après sa nomination. Les échanges ont porté sur la mission, les difficultés et les projets de la francophonie en Côte d'Ivoire. On retrouve encore une fois Patricia Omouetia. Après avoir été accueilli chaleureusement par la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie et l'ensemble du personnel, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a présidé une rencontre avec les responsables de la structure. Au cours de cette séance d'échange, Diaby Mouminatou Bari a présenté les missions, les difficultés et les projets de la Commission nationale de la francophonie. Il était important pour nous de le recevoir pour recueillir sa vision qu'il avait pour un meilleur positionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone et pour une meilleure visibilité des actions et des valeurs de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et dans ses propos, il n'a pas manqué de nous faire connaître sa priorité
qui est la promotion de la langue française. En retour, le ministre a rassuré la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de son soutien et a encouragé le personnel qui réalise un travail remarquable, a-t-il indiqué. Nous avons pu déjà dans les propos introductifs que nous avons eus lors de cette séance avec tout le personnel, fixer le cap. Pour nous, il s'agira de donner plus de visibilité à la Commission nationale de la francophonie pour lui permettre donc d'atteindre tous ses objectifs et surtout permettre à nos concitoyens de savoir ce que c'est que cette commission, ce qu'elle peut leur apporter en termes de valeur. La Commission nationale de la francophonie est la structure opérationnelle de la francophonie en Côte d'Ivoire. Elle a été créée le 11 avril 2012 en remplacement de l'Agence ivoirienne de coopération francophone. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone a tenu mardi sa réunion ordinaire de rentrée pour l'année 2021. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. L'UPF a surtout décidé de rendre un hommage mérité à Laurent Dona Fologo, premier président de l'organisation décédé en février dernier. Jean-Marc Yadji. Une minute de silence observée en l'honneur de Laurent Dona Fologo, défunt premier président de la section ivoirienne de l'Union de la presse francophone, UPF. C'est dans cette ambiance que débute la première réunion ordinaire de l'année 2021 de l'UPF Côte d'Ivoire. Durant cette rencontre, les professionnels de médias, membres de l'organisation, réalisent le bilan de leurs activités. La pandémie de la Covid-19 a eu une lourde incidence sur les activités de l'année écoulée, mais des actions déjà entreprises sont à encourager pour la relance des activités. On a fait donc le bilan de nos activités marqué par notre participation aux dernières assises de l'Union internationale de la presse francophone à Yaoundé où la Côte d'Ivoire a été fortement représentée. On a eu aussi sur le plan national l'organisation de consultations ophtalmologiques, ces consultations qui ont permis à beaucoup de journalistes et à leurs familles de pouvoir bénéficier de l'expertise du corps médical. L'Assemblée générale élective prévue avant les assises internationales de Tunis et la journée d'hommage au défunt président Laurent Dona Fologo sont entre autres des projets de l'UPF Côte d'Ivoire. Laurent Dona Fologo a été le fondateur de l'UPF Côte d'Ivoire. Il en a été le président. Il est revenu en 1975, après 1970, pour présider aux destinées de cette organisation. Et donc nous envisageons dans notre programme d'avoir une cérémonie d'hommage au-delà de ce que la nation va faire. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone UPF enregistre à ce jour plus d'une centaine de journalistes et professionnels de la communication. Et enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 4 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mardi 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 1668 échantillons prélevés, soit à 1,1% de cas positifs, 32 guéris et 4 décès. La Côte d'Ivoire compte donc depuis hier 46 173 cas confirmés, dont 45 694 personnes guéries, 291 décès et 188 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 600 661. Le 3 mai, 14 882 personnes ont été vaccinées, soit un total de 183 301 personnes vaccinées contre la Covid-19. On en vient à présent au dossier de cette édition. Il représente le maillon faible de la chaîne de valeur du cacao. Les producteurs explorent depuis peu une nouvelle voie pour obtenir des ressources additionnelles. À Soubré, par exemple, les cabosses de cacao sont transformées en charbon de chauffe. À Beauville, une coopérative s'essaie à la transformation artisanale des fèves de cacao. Il s'agit pour les producteurs de diversifier leurs sources de revenus. La suite dans ce reportage de Noël Niagno. Le cacao, l'or brun, des producteurs à la recherche des ressources additionnelles. Ici, à Aboville, Sawadogo Moussa explore la voie de la transformation artisanale des fèves de cacao. Nous avons décidé de faire la transformation pour avoir une plus-value, pouvoir aider les producteurs. Parce que seulement vendre, il arrive à un certain moment où on ne peut plus exporter. Et le prix, les prix deviennent autre chose et nous avons préféré transformer pour que les planteurs puissent avoir un peu plus. Avec les moyens de bord, il s'est équipé
pour une transformation à sa dimension. Les machines que nous avons, c'est des trucs de façon artisanale. Maintenant, on a modernisé un peu, mais il a encore besoin de grosses machines pour pouvoir faire de la quantité. Tout commence par là. Le broyer. On broie le cacao ici. Et si on broie. Quand on broie là, il ne sort pas en bas là. On a commencé un peu. Au fur et à mesure, on saura comment on doit faire. Avant, c'était en main, on faisait articuler. Maintenant, on a eu la machine. Et puis, on a essayé de faire la machine. On a vu que ça répond. À l'analyse, Moussa Sawadogo se rend compte de la pertinence du projet. Avec 1 kilo, par exemple, on arrive à faire 6 à 7 tablettes de 1500. Il y a le sucre aussi qui vient, il y a les autres qui viennent s'ajouter. Mais quand on arrive à transformer, c'est largement rentable. Mieux, il pense à la sensibilisation pour le segment de la consommation. Aujourd'hui, les PCA de coopératives se sont mis ensemble et nous avons mis dans notre programme la sensibilisation qui va se faire au niveau national et sous-régional pour que les gens puissent savoir que le chocolat, il est bon pour les enfants, pour l'intelligence des enfants, pour la santé des enfants. Nous sommes en train vraiment de sensibiliser dans les villages pour que les gens puissent connaître que ce qu'eux-mêmes ils font, ils doivent le consommer. Loin de là, à Soubré, campement Kobelagi, Konebdougou. Nous sommes à environ 15 km de la capitale de la région d'Al-Nawa. Ici, Smaoro Lanciné. Depuis 1 an, les déchets des cabosses de cacao lui permettent d'avoir des ressources additionnelles. Avant, on jetait les cabosses. Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce à la société, on prend tout aujourd'hui pour payer nos petits qui mangent, payer mon sac de riz. Et puis, vraiment, où il n'y a pas de cacao, même avec cabosse, on prend pour se défendre. On prend pour se défendre. Bon, un sac, on prend avec nous. Si c'est nous-mêmes on remplit et puis on envoie, on prend à 400. Mais si je donne ça, et même viennent prendre ici, c'est à 200 francs. Mais avec ça, vraiment, on gagne. Sur le sentier qui mène au campement, des sacs remplis de déchets sont déposés ça et là, signe de l'adhésion des producteurs de la localité. À l'origine, la vie économique des déchets du cacao, les résultats de recherche de Jean Regnard Boyibi. Nous nous sommes rendus compte que les plantations de cacao étaient inondées, étaient pleines de cabosses qui étaient inutilisées depuis plusieurs années. Donc nous avons entrepris des recherches avec des agronomes, avec des microbiologistes, et nous avons sorti plusieurs produits qui découlent des cabosses de cacao. Parcourons le processus de transformation des déchets des cabosses de cacao en produits finis, tels le savon, le charbon et la potasse. Sur la question du process, on a fait autour de 4 mois de recherche pour pouvoir arriver à nos fins. Pour les cabosses, donc, il faut pouvoir récupérer les cabosses dans des sacs, pouvoir les stocker. Une fois que le stockage est fait, il y a un programme de séchage qui est amorcé. Donc après le programme de séchage, nous passons maintenant à la carbonisation. Donc nous avons un four que nous avons confectionné nous-mêmes, qui ne produit pas de fumée. Donc c'est dans ce four-là que nous carbonisons les cabosses pour produire le charbon. Et après la carbonisation, nous avons une phase de broyage et de tamisage. Et c'est à ce moment-là que nous avons un produit fini que nous allons soit presser pour avoir des briquettes, soit vendre à l'État pour tout ce qui est produit cosmétique. Pour nous convaincre du potentiel de l'initiative, nous avons rencontré 3 restauratrices. Elles utilisent du charbon de chauffe. C'est très bon, tu prépares ça dure, c'est durable quoi. Mais quand tu allumes là, pour que ça s'éteigne, en tout cas c'est toujours là. Tu fais que beaucoup de trucs avec ça. La première fois qu'il m'a envoyé, le charbon était faible. Il y avait assez de fumée dedans. Il est venu me demander, j'ai expliqué. Mais pour aujourd'hui, c'est chouette. Au départ, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est quoi ça là? Bon, c'est charbon, il faut essayer. Quand j'ai essayé, j'ai vu que c'était bon. Ça s'allume. Ça ne noircit pas, ça ne fait pas... Son feu est doux, au fait. Encourager la petite transformation. Vulgariser la valorisation des déchets du cacao dans les 13 zones de production. Cette deuxième initiative va contribuer à l'assainissement des plantations des milliers de producteurs tout en leur procurant des revenus additionnels. Voilà, 2 initiatives à promouvoir pour le bonheur
des producteurs. Et voilà, c'était un reportage sur les ressources additionnelles pour les producteurs de cacao réalisé par Noël Niagno et à retrouver sur RTI 1. Religion à présent, la communauté musulmane de la Riviera 3 s'inscrit dans l'élan de solidarité du mois de Ramadan. À travers l'opération Nourriture pour tous, elle a procédé à la distribution de kits alimentaires à des personnes vulnérables. Ce sont environ 500 personnes qui en ont bénéficié. On regarde le reportage d'Ahmed Traoré, il est commenté par Mamadou Kouassi. 250 kits alimentaires composés de riz, de sucre, de lait, de pâtes alimentaires et la somme symbolique de 5 000 francs CFA. Tel est l'élan de solidarité exprimé par la communauté musulmane de la Riviera 3 en faveur d'une centaine de couches défavorisées de la population. L'opération Nourriture pour tous est organisée tous les mois de Ramadan. Cette opération consiste à recueillir des vivres et des non-vivres et à les redistribuer ensuite aux personnes vulnérables. En fait, avant le Ramadan, nous lançons un appel aux fidèles de la communauté. Ce sont les fidèles qui apportent tous les dons. L'imam Aboubakar Sandogo est intervenu pour placer ce don dans le respect de la tradition par sa structure. C'est à la lumière des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, liés à la promotion de la générosité et de la solidarité pendant le mois de Ramadan, que la grande communauté musulmane de la Riviera 3 lance chaque année une opération appelée Nourriture pour tous. Les bénéficiaires ont remercié leurs donateurs pour ces gestes de solidarité en leur faveur en ce mois de béni de Ramadan. Au terme de la rencontre, chacune des familles enregistrées a pu repartir chez elle avec son kit. Des kits pour leur permettre de bien se nourrir un tant soit peu en cette période de Ramadan. Et dans l'actualité hors de chez nous, d'après les ordonnances présidentielles signées lundi dernier par le président Félix Tshisekedi, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri passeront à compter de demain jeudi sous administration militaire pour une durée de 30 jours prolongeable par le Congrès. Les gouverneurs militaires des deux provinces ont été nommés. Ils devraient prendre fonction dès demain jeudi. Au cours d'une conférence de presse, les porte-paroles du gouvernement, de l'armée et de la police ont expliqué et rassuré sur les conditions de cet état de siège qui inquiète parfois la population. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Marie-Laure Ngoran sera chez vous ce soir à 20h. Quant à moi, je vous dis à demain, 13h.